Bienvenue à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, amis et collègues qui êtes présents parmi nous pour ce webinaire sous différents fuseaux horaires. Permettez-moi aussi de préciser qu'il y a une interprétation qui est disponible en langue française et en langue espagnole. Et les collègues qui souhaitent utiliser la fonction interprétation peuvent le faire en utilisant l'onglet interprétation en bas de l'écran. Onglet bouton qui se trouve juste à côté du bouton entendre, le bouton audio. Bienvenue encore de la part de l'UNDRR, l'UNDP, le WHO, le FAO et l'UN Habitat. Permettez-moi de vous accueillir pour la première édition de cette série de webinaires au sujet de la construction de systèmes urbains résilients. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur les risques en termes de formation de systèmes urbains et l'importance de systèmes urbains résilients. Et pour cela, nous aurons une série d'orateurs composés de professionnels ayant des années d'expérience et une connaissance profonde des enjeux que nous allons évoquer aujourd'hui. Comme nous le savons tous, le profil de l'humanité est déjà urbain. La construction d'infrastructures, le développement des atouts, le processus socio-économique, la vie et le mode de vie des gens, ainsi que les risques, tout cela converge vers les villes aujourd'hui. Cela sous-entend que des actions détériorantes ont lieu au sein des villes et des centres urbains. Il y a déjà une tendance raisonnable en termes d'urbanisation des risques, d'un côté, et de l'autre côté, il y a ce qu'on pourrait appeler l'urbanisation des défis en termes de développement, tels que la pauvreté, les inégalités, les vulnérabilités socio-économiques, etc. Nous savons que la plupart des expansions urbaines ont lieu dans des pays ou des contextes qui connaissent des limites marquées, notamment en termes de gouvernance, des déficiences dans ce domaine, ainsi que des limites en termes de capacité, tout en faisant face à une forte exposition et une grande vulnérabilité aux catastrophes et au changement climatique, notamment l'augmentation de l'incidence des catastrophes en série qui ont une grande portée et un grand impact socio-économique, notamment comme nous l'avons constaté avec la pandémie de COVID-19. Donc, les risques avancés en termes de développement urbain sont devenus primordiaux dans la poursuite des objectifs durables afin d'assurer une résilience urbaine à l'avenir. Mais qu'est-ce que cela signifie? Comment pouvons-nous passer de la compréhension conceptuelle des risques en termes de formation urbaine à la mise en pratique et à la mise en place d'actions sur le terrain? Comment faire en sorte que différents acteurs, secteurs, ainsi que les parties prenantes puissent envisager et concevoir un espace urbain partagé plus résilient en allant au-delà de la linéarité et en tendant vers une approche de pensée systémique? Comment pouvons-nous améliorer nos interventions de gestion des risques afin d'obtenir des bienfaits en termes de renforcement de la résilience? Disposons-nous d'outils et d'expertise afin d'effectuer les diagnostics de résilience? Il y a-t-il des exemples d'applications pratiques et de travaux de renforcement de résilience qui sont mis en place dans des pays à l'échelle des villes? Ces questions et d'autres qui leur sont liées continuent d'être des challenges pour nous de temps en temps. Et aujourd'hui, nous tenterons d'apporter des réponses grâce à notre panel d'érudits. Mais avant d'inviter nos intervenants, permettez-moi d'inviter M. Ronald Jackson, qui est chef de la partie mondiale DER de l'UNDP et de l'équipe de restauration pour le renforcement de la résilience, basée à Genève, afin de partager des réflexions initiales afin de donner le coup d'envoi de ces discussions. Monsieur Ronald, vous avez la parole pour vos remarques initiales. Merci. Merci beaucoup Rajiv pour ces questions qui nous donnent un excellent avant-goût, non seulement pour les intervenants, mais aussi pour ceux qui participeront aux échanges. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, et je vous souhaite une chaleureuse bienvenue pour le premier d'une série de webinaires pour des villes résilientes 2030. Et ces webinaires qui sera consacré à la construction de la résilience des systèmes urbains. Je suis ravi de débuter avec les remarques initiales avant de laisser la place à un panel impressionnant, comme l'a dit Rajiv, à des orateurs érudits qui vont nous mener à travers un aperçu profond au sujet de ce qui est un problème de plus en plus critique et cette époque d'augmentation des risques climatiques et d'urbanisation rapide. Et bien sûr, vous entendez souvent les orateurs à travers leur développement et aussi dans les communautés humanitaires
dire que le monde fait face à de nombreuses crises et comme Rajiv l'a souligné, il est primordial de mesurer les risques et d'avoir une approche qui permette, ou plutôt une approche développementale, ce qui est le théâtre non seulement du futur, mais aussi du présent, c'est-à-dire nos villes et nos régions urbaines. Et dans moins d'un mois, les États membres et les acteurs, ainsi que les gouvernements locaux, se rassembleront aux Nations Unies lors de l'Assemblée générale pour une réunion de haut niveau au sujet des conclusions du rapport de mi-parcours du cadre Sendai pour la réduction des désastres. Pour ceux qui ont un aperçu de cela, vous savez que le rapport Sendai pointe du doigt avec franchise des éléments qu'il faut absolument corriger afin de prévenir et réduire les impacts négatifs causés par les nombreuses catastrophes qui sont survenues récemment, ou plutôt durant les dernières décennies, et qui sont devenus des événements catastrophiques majeurs. Le rapport a révélé que depuis 2015, le nombre de personnes touchées par les catastrophes a augmenté de 80% et que ces catastrophes affectent l'économie mondiale de 520 millions chaque année. Et certains pays sont de manière spécifique plus affectés que d'autres dans ce domaine. Lors de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale, une déclaration politique a été adoptée visant à mettre en place des actions plus grandes afin d'augmenter la résilience aux catastrophes à travers chaque décision, action et investissement qui sont faits. Apporter de tels changements ne sera pas facile et cela nécessitera de prendre en compte les risques dans chaque décision que nous prenons, dans notre manière de vivre, dans notre manière de consommer, de construire et d'investir. Pour réussir ces transformations, nous devons, chers collègues, nous focaliser sur les villes, les régions urbaines et périurbaines. Avec l'augmentation constante des risques dans les centres urbains, ainsi que l'augmentation des catastrophes dans ces centres urbains, nous devons nous focaliser de manière concertée sur la résilience urbaine et cela est impératif. Le développement avancé des zones urbaines sensibles aux risques sera capital pour atteindre les objectifs en termes de renforcement de la résilience. Accroître les ambitions en termes de réduction des catastrophes climatiques à l'échelle locale et urbaine sont les raisons pour lesquelles l'UNDP ainsi que ses agences sœurs des Nations Unies telles que l'UNDRR et l'UNHabitat et d'autres travaillent afin de mettre en place des initiatives de résilience, permettent de favoriser l'évolution et de transformer les décisions en actions. Et ce projet implique 1510 gouvernements locaux et ce qui englobe une population de 470 millions d'habitants dans 74 pays et territoires. Et les discussions d'aujourd'hui évoqueront les engagements communs pour accélérer les actions menées de manière collective pour prévenir les risques et éviter la création de nouveaux risques. La planification urbaine prenant en compte les risques ainsi que leur mise en place sont des éléments clés de cette approche. Cette série de webinaires fait partie des engagements collectifs des agences des Nations Unies afin d'augmenter, d'améliorer la mise en place des mesures prises par les Nations Unies en termes de réduction des désastres. D'autres webinaires auront lieu, dont certains se focaliseront sur les systèmes de santé, sous la direction de l'OMS, ainsi que sur la sécurité alimentaire, sous la direction du FAO. D'autres détails seront transmis à ce sujet à travers la liste de diffusion du MCR 2030 et divers réseaux sociaux. Et tout comme vous, j'attends avec impatience d'entendre des idées pratiques et tourner vers les actions afin de passer à la compréhension conceptuelle en termes d'information des risques, à la mise en pratique de manière concrète de cela. Merci beaucoup et permettez-moi de donner à nouveau la parole à notre bon collègue Rajiv pour lancer les délibérations. Merci beaucoup, Ronald, pour énoncer le contexte de manière si succincte et de donner le ton pour les délibérations d'aujourd'hui. Permettez-moi de demander aux participants de continuer de partager les commentaires que vous souhaitez poser aux panélistes en utilisant la fonction Q&A, la question et réponse, afin que nous puissions prendre des notes et prendre quelques-unes de ces questions afin de pouvoir les poser directement aux orateurs de cette réunion. Permettez-moi de pouvoir introduire intervenante, Madame Angelica Planète. Elle est la chef d'équipe du DRA, de l'équipe globale de DRA.
Elle est l'une des pionnières en termes de l'approche développementale prenant en compte les risques. Nous lui demanderons de pouvoir nous aider à comprendre de quelle manière les risques sont pris en compte en termes de développement et de quelle manière l'UNDP soutient les efforts pour leur mise en place. À l'échelle des villes, la parole est à vous pour les 10 prochaines minutes. Angélica, merci. Merci beaucoup, Régive, et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui et merci pour l'invitation. Comme cela a été mentionné, le développement urbain prenant en compte les rites est une priorité et je vais me focaliser sur ce que signifie le développement urbain prenant en compte les risques et de quelle manière cela peut être amélioré de manière efficace et mis en place dans les villes et à l'échelle municipale. Donc, permettez-moi de parler de deux éléments concernant les risques urbains. Premièrement, le monde est de plus en plus urbanisé. En 2050, 70% de la population mondiale vivra dans des villes. Ce n'est pas une information nouvelle, mais c'est bien de le rappeler. Et ces développements influencent la façon dont les risques urbains s'accumulent. Par exemple, en 2050, la population urbaine exposée au cyclone sera doublée et passée de 310 à 680 millions. Et l'exposition à des tremblements de terre majeurs va passer de 370 à 870 millions de personnes. Deuxièmement, les risques urbains ont des caractéristiques distinctes. Cela est le plus souvent lié à des catastrophes qui ont lieu de manière quotidienne, à petite échelle, et qui bien souvent ne sont pas prises en compte dans les chiffres et dans les bases de données des catastrophes nationales. Par exemple, il peut s'agir d'éléments de catastrophes isolées tels que des feux, des inondations, encore des tempêtes qui sont très localisées et à petite échelle. Et le fait que l'effet des catastrophes à petite échelle se cumule sur les effets des catastrophes à grande échelle, ce phénomène n'est pas pris en compte. Et on ne se focalise pas sur, on ne prend pas en compte de cela dans la gestion des changements climatiques. Les risques urbains sont façonnés aussi, conditionnés en tout cas par différents facteurs de risque tels qu'une mauvaise gestion des risques, la pauvreté ou les déficits en termes d'infrastructures et de services. En 2015, le Forum économique mondial a identifié le manque de développement urbain comme l'un des 28 risques urbains globaux. Et je trouve cela vraiment intéressant. La planification contemporaine urbaine manque de direction en termes de ce qui est nécessaire pour construire la résilience et beaucoup de politiques de gestion des risques sont déconnectées et la gestion des risques et des catastrophes ainsi que d'autres types de risques tels que les chocs économiques sont de plus en plus liés aux effets qu'elles ont de manière locale. Donc cela aura un impact sur des gouvernances sociales interconnectées et les systèmes écologiques. Cette notion de risque chronique ouvre aussi la voie à des opportunités qui permettent d'avoir une approche plus intégrée en ce qui concerne le développement prenant en compte les risques. Ceci dit, je souhaiterais parler maintenant pour parler de la manière dont l'UNDP soutient cette approche intégrée de renforcement de la résilience concernant le développement prenant en compte les risques. Dans notre pratique, au fil des 20 dernières années, nous avons identifié 5 points d'entrée ou bases importantes pour supporter ce développement et qui sont applicables au contexte urbain. Le premier est le fait d'être basé sur des preuves. Le deuxième est la politique et le cadre de planification. Bien sûr, les capacités et les compétences sont importantes. Trouver des solutions de financement. La dernière, mais non des moindres, est le fait de ne laisser personne pour compte en abordant une approche multi-acteurs. La résilience urbaine va plus loin que la simple planification urbaine. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, permettez-moi de pouvoir élaborer un peu sur de ces 5 points d'entrée. Le premier est le développement prenant en compte les risques.
basée sur les preuves. Ce que nous voulons faire, c'est de trouver des liens pratiques entre toute une gamme de méthodes analytiques que nous avons dans la boîte à outils des risques, ainsi que les pétitionnaires du développement urbain, afin que nous puissions capturer l'aspect multidimensionnel du risque. Un exemple pratique serait de conduire des planifications prenant compte des sols et analysant justement ces terrains. Et, la municipalité du Valing au Népal fut un exemple concret. Nous avons utilisé des mesures d'analyse de sensibilité des sols et cela fut nécessaire pour la planification complète urbaine. Et nous avons aussi rappelé aux municipalités les politiques, les méthodes qu'il fallait respecter. Et cela permet d'avoir une planification basée davantage sur les preuves et qui prend en compte les risques. La deuxième notion, c'est le cadre de planification et de politique. Il est très important de se focaliser davantage sur ce que nous faisons en termes de cohérence et de complémentarité entre les différents objectifs de politique, tels que la résilience, le progrès en matière d'écologie et les égalités. Et il faut aussi trouver des compromis entre le développement urbain et l'écologie, et aussi trouver un compromis en ce qui concerne les politiques nationales et intranationales. Ça nous évite vraiment à rechercher les bienfaits communs et les solutions gagnant-gagnantes qui peuvent permettre de contrer différents risques et qui permettent de soutenir une vision à plus long terme et aussi qui permet de s'intéresser et de promouvoir les intérêts de différents groupes dans la société. Un exemple supplémentaire de l'UNDP, nous avons travaillé avec la ville de Roséa en Dominique à travers la revitalisation de Roseau et l'amélioration et diverses actions simultanées furent prises en compte telles que le parc de logement, déchets solides, les espaces verts, les routes et les voies piétonnes, l'engagement social et communautaire, la résilience des infrastructures, le drainage, etc. Tout cela fut analysé et pris en compte. Cela permettait de pouvoir avoir un renforcement mutuel et complet de l'approche de résilience. Le troisième point d'entrée concerne renforcer les capacités et les compétences à l'échelle technique. Les compétences techniques peuvent être notre sujet de focalisation et aussi la capacité des gouvernementales pour s'adapter et un portefeuille de management, de gestion. Et les acteurs doivent changer leur état d'esprit, leur visée, afin que nous puissions changer le point de vue au sujet de la manière dont le développement de la planification à l'échelle locale se poursuit. Il y a des aspects techniques de développement et nous avons continué de travailler avec la ville de Valing, à travers laquelle UDP a formé des ingénieurs municipaux, y compris des femmes, sur la construction de résilience et à propos du business de la construction urbaine. Et de manière intéressante, cette liste de personnes formées fut gardée dans la municipalité et n'importe qui peut avoir accès à cette liste, et notamment les personnes qui sont intéressées par la construction en ayant une approche durable. Nous avons soutenu dans la région du Sahel, dans 7 villes où nous avons intégré l'application d'outils appelés CityRep et nous avons permis de pouvoir permettre que les acteurs puissent identifier les besoins en termes de développement et aussi leur permettre d'adopter un point de vue plus holistique plutôt que d'adopter un point de vue et un processus plus linéaire. Rajiv m'a rappelé aussi, au suivant notre discussion, et d'ailleurs Rajiv vient de me rappeler qu'il ne me reste que 2 minutes. L'approche recommande aussi de trouver des solutions et sur le plan local, public et privé. Et nous avons toute une variété d'initiatives qui ont été prises, mais nous ne pourrons pas parler de cela maintenant. Parlons du dernier point, qui est l'importance de ne laisser personne en arrière, d'appliquer ce principe et de se focaliser sur les personnes les plus vulnérables, afin de pouvoir leur permettre de pouvoir vraiment bénéficier de ces processus et de ces choses qui sont mises en place. Et pour cela, les intégrer dans le processus d'information au niveau des risques. Par exemple, en Tunisie, nous avons travaillé avec les villes et aussi les acteurs, les groupes d'acteurs,
afin de pouvoir mettre en place des références. Et aussi en Dominique, nous avons travaillé, nous avons supporté à Roseo un forum des acteurs de la ville afin de pouvoir pousser les acteurs à mettre en place des plans de développement de résilience. Pour débuter, les villes devraient se focaliser sur un ou deux de ces points d'entrée parce que cela pourrait faire trop de coûts et il faut qu'ils s'assurent de pouvoir être informés et de participer à ce processus d'information de risque. Et il faudrait que cela soit institutionnalisé et que la société, au niveau de la société. Et en ce qui concerne le temps, je manque de temps, donc je ne vais pas résumer à nouveau ce que je vais de dire et je vais laisser la place à Rajiv. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Angelica, pour avoir expliqué de manière détaillée ce qu'est le développement de la résilience en ce qui concerne les risques urbains. Merci d'avoir évoqué ce que sont ces risques urbains et d'avoir montré que le développement de la résilience ne doit pas prendre en compte seulement, ne doit pas seulement prendre en compte les risques majeurs, mais aussi les risques mineurs, les risques mineurs quotidiens. Donc, bien souvent, nous nous focalisons sur les catastrophes les plus graves, les plus majeures. Merci aussi d'avoir évoqué les points d'entrée qui permettent de pouvoir mettre en place des stratégies et des avancées. Tous ces points ne doivent pas être appliqués tous en même temps, mais certains d'entre eux peuvent être capitalisés en fonction du contexte et aussi des capacités des municipalités, mais aussi leurs besoins et priorités. Et merci aussi pour les exemples pratiques qui ont été évoqués, pratiques de travaux qui ont été menés. Cela a été vraiment instructif. On comprend qu'afin d'être informé au sujet des risques, il faut avoir une vision qui prend en compte plusieurs risques, une vision multirisque, prendre en compte les défis interconnectés de toute la complexité du contexte urbain. Ça nécessite d'impliquer plusieurs acteurs, secteurs et parties prenantes. Et bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais comment pouvons-nous instituer, mettre en place et adopter un système plus arrondi ou plutôt, on pourrait le dire ainsi, plus systémique à l'échelle des villes, tirant profit de l'expertise et du savoir du professeur Daya, directeur du Centre de recherche pour le développement durable et d'innovation à l'École d'études mondiales à l'Université de Thammasat à Bangkok, en Thaïlande. Il est aussi un professeur extraordinaire à l'École publique de leadership à Stellenbosch, en Afrique du Sud, et aussi fait partie des principaux auteurs du rapport mondial sur les villes en 2020. Professeur, je vous invite à parler de ce qu'englobe la pensée systémique au niveau des villes et pourquoi cela est-il crucial en ce qui concerne le développement urbain tout en prenant en compte, bien sûr, les risques. Vous avez la parole et je vous la laisse pour 10 minutes. Merci beaucoup. Bonjour Rajiv, bonjour collègues et amis, salutations de l'école d'études globales de l'Université de Thammasat de Bangkok. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs pour cette opportunité de contribuer à ce webinaire qui aborde un sujet intéressant. Comme l'a dit Rajiv, je vais aborder la question qu'englobe la pensée systémique à l'échelle des villes et des municipalités. Et j'évoquerai 3 points durant ma prise de parole. Mon premier point pour votre considération sera que la pensée systémique est vraiment pertinente pour les villes, notamment les challenges, les défis que les villes rencontrent aujourd'hui. Comme nous le savons, les villes sont des systèmes conçus par l'homme. Les villes englobent diverses activités, les activités sociales, économiques, culturelles, environnementales, technologiques. Nous pouvons donc les appeler des systèmes urbains complexes fabriqués, conçus par l'homme. Les villes modernes, telles que nous les connaissons aujourd'hui, furent conceptualisées au XIXe siècle. Vers la fin de ce siècle, en réponse de l'urbanisation grandissante
causés par la révolution industrielle. Aujourd'hui, les villes utilisent ce concept obsolète pour comprendre les processus urbains. Le fonctionnement des villes est grandement affecté par la pensée conventionnelle dans leur planification et leur gestion. Les méthodes linéaires pour faire face aux problèmes urbains ne fonctionnent plus, telles que le fait d'essayer de régler les problèmes grandissants des bidonvilles en mettant en place des logements bon marché, low cost. Le résultat est que nous avons maintenant une population vivant dans des bidonvilles s'élevant à 1,1 milliard de personnes. L'approche cloisonnée ne permet pas aux autorités locales de comprendre les problèmes urbains d'une manière holistique. Cette façon de résoudre les problèmes n'est pas en adéquation avec le 21e siècle et le contexte qui lui est propre. La pensée systémique nous permet de comprendre le caractère multidimensionnel à travers une série de systèmes. Cela englobe le système physique, le système construit, le système socio-économique et le système écologique. Le système urbain est maintenant caractérisé par différents acteurs et des structures, différentes fonctions urbaines et beaucoup de processus. Le deuxième point que je souhaite mettre en exergue est le caractère critique de l'approche systémique dans l'avancée en termes de développement urbain incluant la prise en compte des risques. Par leur nature et leur fonctionnement, les villes sont des anomalies et causent des problèmes au système naturel. Cela est dû parce que les ressources utilisées et les échanges de flux entre les villes sont plus intenses que ceux que l'on trouve dans la nature, dans le système naturel. En perturbant les processus naturels, les systèmes urbains créent des problèmes tels que les problèmes environnementaux et durables. Cette juxtaposition entre le système naturel et écologique et le système urbain, les villes qui sont artificielles et qui consomment beaucoup de ressources, créent beaucoup d'enjeux et de défis compliqués et difficiles. Les problèmes compliqués sont ceux à propos desquels nous avons suffisamment de preuves, mais la mise en place nécessite un consensus sociétal, par exemple des politiques pour les taxations carbone modestes ou la redistribution des revenus. Et nous avons aussi les problèmes épineux ou terriblement épineux. Ce problème est lié aux certitudes factuelles qui sont rares, associées au faible support, au faible soutien de la société. Des exemples incluent ce qu'il faut mettre en place pour décarboniser l'économie urbaine ou comment construire la résilience urbaine dont nous parlons aujourd'hui. La pensée systémique permet d'apporter une aide cruciale dans la lutte contre les problèmes difficiles et épineux liés à la construction de la résilience urbaine. Les enjeux que nous avons à présent consistent à comprendre en tant que système afin d'augmenter leur fonctionnalité. Cela doit être fait non seulement pour pouvoir permettre de servir la résilience urbaine, mais aussi pour permettre que la qualité de vie soit durable dans ces systèmes. Finalement, enfin, le troisième point englobe ce qu'implique la pensée systémique à l'échelle des villes et des municipalités. Appliquer les pensées systémiques dans les villes et à l'échelle des municipalités demande différentes étapes à mettre en place. Il faut prendre en compte le contexte des villes. Les villes sont localisées dans des lieux naturels tels que les côtes, les déserts, les lacs, les montagnes ou les îles. Les villes usent leur environnement naturel tels que l'eau, l'énergie, la nourriture, etc. Ils utilisent aussi les ressources d'autres endroits. Cela est essentiel pour leur fonctionnement. Et ils produisent énormément de déchets solides et la pollution nuit à la qualité des sols. Les eaux usées et la pollution qui affectent la qualité de l'air et de l'eau. Les villes créent des impacts climatiques et environnementaux, mais sont aussi impactées par ceux-ci. La deuxième étape consiste à envisager un avenir possible. Cela demande d'inclure les acteurs qui sont affectés par le fonctionnement du système urbain, ainsi que ceux qui peuvent contribuer à la compréhension du système ainsi que les processus liés. La co-conception et la coproduction
pourrait permettre de développer de nouvelles idées ainsi que des solutions. La troisième étape consiste à appliquer le système de pensée, ou plutôt la pensée systémique, en fixant des objectifs. Il nous faut fixer des objectifs clairs et des priorités bien définies. Cela permet de savoir ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas faire. Il faut prendre en compte l'échelle spatio-temporelle. Nous voulons viser l'amélioration de la conception et les actions de développement sans pour autant tomber dans le piège de la paralysie causée par la surcomplexité. L'étape suivante est liée au fait d'engager un large panel d'acteurs. Cela doit être effectué à deux niveaux. Premièrement, à l'échelle des villes où les acteurs peuvent venir de la sphère publique, de la sphère privée et aussi des communautés. Et la deuxième est celle au niveau de gouvernance où les grands échelons de gouvernement sont importantes pour élever l'innovation urbaine locale. En termes d'application de la pensée systémique aux villes, la cinquième étape consiste à prendre en compte la diversité et les interdépendances dans les villes. Cela est important car les mécanismes complexes de rétroaction peuvent accroître les inégalités. Par conséquent, comprendre la diversité et l'interdépendance peut être moyen d'habiliter les groupes désavantagés dans le système de la pensée systémique. Nous devons garder à l'esprit la flexibilité et l'adaptabilité des solutions en termes de développement de la pensée systémique. Cela est important parce que les conditions changent en fonction du temps et de l'espace. Afin de faire face efficacement aux nouveaux défis, il faut les évaluer régulièrement en prenant en compte les évolutions des circonstances. De cette façon, l'adoption et l'application des approches systémiques peuvent aider énormément à résoudre les défis et aussi à tendre vers un développement axé sur la prise en compte de l'information liée au risque, ainsi que la construction de la résilience. Les petites, les moyennes et les villes émergentes. Merci encore pour cette opportunité et j'attends avec impatience les discussions. Merci encore, professeur Barat, d'avoir partagé vos connaissances au sujet des enjeux qui sont apparemment simples, mais qui ont posé beaucoup de problèmes à des professionnels comme nous, notamment en ce qui concerne la mise en pratique sur le terrain. Vos idées concernant les villes qui présentent des défis complexes ne devraient pas adopter une approche linéaire en ce qui concerne la façon de résoudre ces problèmes, mais devraient plutôt se focaliser vers une approche plus systémique afin d'aborder ces difficultés et ces challenges complexes et épineux. Cela est important et les étapes que tu as évoquées afin de pouvoir aborder et utiliser la pensée systémique sont vraiment intéressants et ce sont vraiment des points que nous devons euh, comprendre et nous devons aussi comprendre le contexte des villes actuelles, c'est autrement dit les villes d'aujourd'hui et nous devons aussi euh, pouvoir nous fixer des objectifs clairs et aussi définir de quelle manière nous voulons que les villes évoluent, vers quoi nous voulons que les villes évoluent vers l'avenir. Et vous avez aussi abordé les dépendances et les diversités qui sont utiles en ce qui concerne les solutions que nous pouvons mettre en place. Et je pense que cela sera vraiment utile pour nous, ainsi que les professionnels, afin de comprendre les solutions, afin d'aborder cet enjeu. Passons au point suivant. L'un des éléments clés dans le développement urbain prenant en compte les risques est la nécessité d'analyser et d'évaluer les risques. Dans le but de renforcer la résilience, le besoin pourrait être de connecter nos outils d'évaluation traditionnels de risques à des diagnostics de construction de la résilience et une meilleure compréhension des besoins et des priorités. Cela nous permet d'identifier des actions
nécessaires ainsi que des preuves en ce qui concerne le spectre de construction de la résilience. Comment faire cela? Avons-nous des outils, des méthodologies et de l'expertise pour conduire des diagnostics de construction de résilience, sachant que cela va au-delà des diagnostics et des évaluations traditionnelles, car cela prend en compte d'autres éléments. Cela peut-il aider à aborder toutes les dimensions de la construction de la résilience? Afin d'avoir d'autres connaissances et des réponses à ce sujet, je, je vais laisser la parole à Monsieur Esteban Leon. Il est responsable du programme global de résilience des villes de UN Habitat afin d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'est un diagnostic de résilience et aussi les outils qui sont disponibles et comment pouvons-nous soutenir les villes afin qu'elles puissent faire la même chose. La parole est à vous, Esteban, pour les 10 prochaines minutes. Merci. Merci Rajiv. Je vais essayer d'être bref afin de ne pas prendre de carton jaune ou de carton rouge. Je suis ravi d'être là avec mes collègues. Je pense que c'est vraiment bien. C'est toujours bien de pouvoir discuter de ce genre de choses avec les collègues parce que nous avons une pensée assez en harmonie et nous souhaitons vraiment parler du fait que l'approche systémique et le fait qu'elle soit efficace a été prouvé à plusieurs occasions. Pourquoi? C'est parce que nous savons qu'à peu près 5 milliards de personnes vivent dans les villes en ce moment. Et les villes peuvent être des centres, ils peuvent devenir des centres de risque. C'est pourquoi il est vraiment important pour nous d'analyser et de prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la manière dont nous planifions et construisons nos villes. Nous devons prendre les bonnes décisions et cela peut se faire en permettant aux personnes d'être bien informées. On ne peut pas prendre de bonnes décisions lorsqu'on n'est pas bien informé. On peut prendre des décisions, mais en tout cas, elles ne seront pas les bonnes décisions. Voilà pourquoi il est important de connaître les villes et de connaître les risques afin de savoir comment planifier les villes. Voilà pourquoi nous avons pris cette approche à UN Habitat plutôt, notamment à travers le programme global de construction de la résilience. Cela fut vraiment enrichissant, notamment en termes d'apprentissage et de leçons apprises. Nous avons compris que nous ne pouvons pas nous focaliser sur un seul atout, parce que si on se focalise sur un seul atout, on n'a qu'une seule solution et il y a beaucoup plus de défis à relever et cela pourrait avoir des conséquences négatives sur des autres défis à relever. Et c'est justement l'importance de pouvoir prendre en compte les systèmes et d'avoir une pensée systémique car les systèmes influencent les autres systèmes. Et par conséquent, on pourrait avoir à faire face à une problématique qui pourrait survenir du fait qu'un système impacte un autre système dans la ville. Et c'est pour cela, et vous savez, le troisième point est que lorsque vous répondez de manière constante aux évaluateurs, que vous êtes dans une phase humanitaire à travers laquelle vous faisiez face à des situations de crise, si vous ne posez pas les fondations du développement durable, vous allez reproduire sans cesse ces risques. Voilà pourquoi il faut être toujours dans un mode réactif. Et c'est pour cela qu'à UN Habitat, nous avons décidé de chercher des possibilités de développer des outils et des méthodologies afin de diagnostiquer l'état des villes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne développons pas seulement des plans d'un point de vue normal, mais nous prenons aussi en considération les chocs potentiels et aussi les stress auxquels les villes font face. Lorsque je parle de choc et stress, je parle de chocs potentiels qui sont basiquement euh, les phénomènes naturels qui peuvent changer la stratégie de développement. Et lorsque je parle de stress, je parle de que l'impact que peut avoir le fonctionnement normal du système des villes et ce que nous pouvons faire pour que les villes ne puissent pas fonctionner constamment sous l'effet du stress qui pourrait faire en sorte que les villes puissent se
s'effondrer à tout moment. Nous devons collecter toutes les données pertinentes afin de pouvoir en tenir compte. Et pour prendre des décisions basées sur des preuves, nous devons euh, pouvoir identifier les acteurs les plus pertinents dans la ville. Tous les acteurs concernés par les techniques de réduction des risques ou les techniques de construction de résilience. Eux tous, sans exception. Cela ne concerne pas seulement les gouvernements locaux, mais cela concerne tout le monde, la sphère publique, la sphère privée, etc. Tous doivent savoir comment faire pour pouvoir construire la résilience. Le troisième point, comme je l'ai dit, est le fait que nous devons identifier les dangers. Nous devons avoir une approche multi-danger. Parfois, il nous est arrivé que nous avons dépensé tant de fonds en nous concentrant sur un seul danger. Après, nous avons été mis KO, si je peux m'exprimer ainsi, par un autre danger. Et nous devons tenir compte de la leçon apprise. Et par conséquent, nous voulons nous assurer que nous ne pensons pas seulement aux problèmes de changement climatique. Par exemple, on peut se concentrer sur les tremblements de terre, comme cela est arrivé en Turquie, mais en Syrie. Mon micro a été interrompu. Je pense que c'était le carton jaune. Et enfin, nous devons commencer à identifier quels systèmes sont en mesure d'impacter les autres systèmes. Cela nous est arrivé à plusieurs reprises que lorsque nous avons voulu résoudre des problèmes de mobilité, nous avons dû résoudre des problèmes économiques tout d'abord. Par exemple, si vous décentralisez l'économie, les personnes n'auront plus besoin de se rendre dans les centres-villes ou dans les quartiers plus anciens de leur ville pour résoudre leurs problèmes. Ils peuvent aller dans les régions périphériques, ils pourraient aller dans les régions périphériques pour résoudre leurs problèmes. Donc, il faudrait utiliser l'influence des personnes du centre-ville. Cela est un exemple parfait du système systémique. Si vous me demandez, si vous me demandez quels sont les systèmes qui sont les plus susceptibles de se détériorer après avoir mis en place ce programme, je dirais la mobilité, la gestion des déchets est un autre, l'approvisionnement en eau est aussi un autre problème. Et nous avons aussi rencontré les problèmes que nous avons rencontrés durant la COVID-19, à travers laquelle, durant cette période, euh, l'aspect économique est entré en conflit avec l'aspect social. Et cela impacte les autres systèmes aussi. Et je pense que nous devons changer cette mentalité qui consiste à mettre les choses dans une boîte sans essayer de pouvoir comprendre ce qu'il y a d'autre, quels sont les autres aspects qu'il y a derrière. Par exemple, par le passé, nous nous sommes trop concentrés sur les phénomènes climatiques. Par exemple, auparavant, nous analysions beaucoup les données concernant les tremblements de terre et nous étions ce que j'appelais des désastrologues. Ils se focalisaient trop sur les défis, mais non sur les solutions. Et il faut changer cela. Au lieu de se focaliser sur les défis, nous devons, plutôt que de nous focaliser sur la maladie, nous devons plutôt nous focaliser sur les solutions, les gens, les villes, afin de pouvoir savoir comment les villes peuvent se préparer aux chocs et aux différents stress. Et voilà l'objectif principal du programme. Et je peux dire que c'est vraiment bien d'avoir ces discussions avec les partenaires parce que je pense que nous pensons tous de la même façon et nous avons cette schéma de pensée actuellement. J'ai reçu mon carton jaune maintenant. Et je veux dire que nous devons penser que nous devons nous rappeler que nous avons plus de 5 millions de personnes, milliards de personnes qui habitent dans les villes. Nous parlons de 45 à 55 villes, mais pouvez-vous imaginer qu'il y ait 55 000 villes et qu'il n'y ait qu'un nombre limité d'organisations qui travailleraient euh, vis-à-vis de ces villes. Cela ne serait pas possible. Nous devons partager des connaissances et aussi nous assurer que nous impliquons les partenaires locaux ainsi que toutes les parties prenantes locales. C'est vraiment une obligation. Et enfin, je souhaite mentionner l'idée que si nous nous concentrons seulement sur les réponses humanitaires, nous sommes perdants, nous allons perdre. Nous devons anticiper et planifier et continuer à planifier et faire cela de manière continue. Et c'est l'un des éléments les plus importants de notre
notre travail en tant qu'agence développementale au sein de notre organisation. Je vous remercie beaucoup et j'espère que j'ai pu apporter ma contribution à cette discussion. Merci beaucoup Esteban d'avoir évoqué ce diagnostic de travail complet et de nous avoir permis de comprendre ces applications. Vous avez souligné l'importance de considérer les villes comme des systèmes systémiques et de ne pas simplement se focaliser sur les défis, de disséquer les solutions qui pourraient permettre de les résoudre, tout en évitant l'approche qui se focalise sur un danger en particulier, plutôt en ayant une approche plus proactive de pouvoir réduire les risques à l'échelle des villes. J'ai beaucoup apprécié cela. Permettez-moi de me tourner vers un professionnel d'une municipalité afin de profiter de leur expérience et de mettre en application les plans de résilience urbaine. Nous avons avec nous Alexander Glisic. Il est le secrétaire de la coopération municipale du bassin versant de Drina en Serbie, qui a pris en charge la modélisation des ruisseaux d'eau de second ordre du bassin versant de Drina afin de contribuer à la résilience concernant les inondations urbaines à travers plusieurs municipalités dans le bassin versant. Nous avons hâte d'entendre parler de votre travail et de votre expérience, Monsieur Glisic, et la parole est à vous durant les 10 prochaines minutes. Avant que puisse avoir lieu la session de questions-réponses. Chers participants, veuillez continuer d'écrire vos questions et ensuite nous les poserons aux intervenants. Merci. À vous, Monsieur Alexander. Merci, Monsieur Rajiv. Bonjour à tous de Serbie, plus précisément de la ville de Loznica, une ville située dans la partie ouest de la République de Serbie, tout près de la frontière de la Serbie-Herzégovine. La partie ouest de la ville se situe sur le lit de la rivière Drina. C'est un endroit magnifique, mais à cause de cela, nous avons subi beaucoup d'inondations sur notre territoire. Mais la rivière Drina n'est pas celle qui cause les inondations, mais ce sont plutôt les petits ruisseaux qui s'écoulent dans la rivière Drina à travers les collines. Afin que vous puissiez comprendre les raisons pour lesquelles ces recherches ont été menées, je vais vous donner une brève description de la Serbie en ce qui concerne la gestion des cours d'eau. Les cours d'eau se divisent en deux groupes. Le premier groupe englobe les cours d'eau qui se situent près de grands fleuves tels que le Danube et le second groupe de cours d'eau. Le deuxième groupe de cours d'eau englobe les plus petits ruisseaux d'eau. En ce qui concerne la division juridictionnelle fut conduite pour tous les cours d'eau, afin que l'entreprise Serbia Bode, qui fait partie du gouvernement au niveau public, puisse avoir la juridiction sur tous les cours d'eau de premier ordre. La gouvernance des cours d'eau de second ordre, et notamment l'autorité de celle-ci, est entre les mains des villes et de l'autogouvernance des municipalités. Chaque municipalité est responsable de la partie du cours d'eau qui se situe sur leur territoire. Certains de ces cours d'eau de second ordre coulent à travers plusieurs municipalités, au moins deux d'entre elles, mais les juridictions sont strictement liées au territoire. De cela, nous avons des situations où deux ou davantage de gouvernements locaux sont responsables du même cours d'eau. Cette division des responsabilités impose la nécessité de coopérer, notamment en termes de gestion et de réduction des catastrophes. Via ces juridictions, nous effectuons la maintenance des lits des cours d'eau et aussi nous prenons des mesures préventives telles que la construction de protection anti-inondation, ainsi que d'autres mesures. Lorsque les inondations se produisent, nous passons de la phase préventive à la phase de réaction. Tout d'abord, des groupes d'intervention sont formés à l'échelle des gouvernements locaux, ainsi que la protection civile via les villes et les municipalités. La coopération entre les villes et les municipalités basée sur les bassins est le modèle que nous avons choisi en Serbie. Cette coopération peut être effectuée selon d'autres critères tels que le danger ou les caractéristiques géographiques du territoire. Selon moi, la seule façon de pouvoir réduire les risques des catastrophes naturelles est la coopération entre les personnes qui sont sujettes aux catastrophes naturelles. La coopération des municipalités et des villes en fonction des bassins a pour but de réduire les niveaux de risque pour davantage de catastrophes naturelles. Afin d'atteindre cet objectif, la coopération entre les gouvernements locaux est nécessaire. Jusqu'à présent, 5 bassins furent formés, ce qui inclut un nombre significatif de gouvernements locaux, et le bassin versant de Dinard est l'un d'entre eux. Les actions conjointes du bassin versant de Dinard incluent 10 municipalités et villes. Nous avons mené des activités d'autoplanification et de réponse dans le domaine des situations d'urgence.
Et ma responsabilité en tant que chef du service est de pouvoir coordonner ces activités. Dans cette petite présentation, je vais évoquer nos recherches parce que étant donné que ce sont des recherches complexes, je n'aurai pas le temps de pouvoir aborder tous les détails. Et, je vais évoquer les raisons pour lesquelles ces recherches ont été effectuées. La première raison, elle est aux nombreux dommages causés par les inondations des cours d'eau de second ordre. Durant les 10 dernières années, les dommages causés par les cours d'eau de second ordre furent plus graves que les dommages causés par les cours d'eau de premier ordre dans le bassin versant de Dinard. La deuxième raison est l'absence de système d'avertissement précoce dans les cours d'eau de second ordre dans le bassin versant de Dinard. La troisième raison est que les eaux montent rapidement lorsqu'il s'agit des cours d'eau de deuxième génération. Cela prend de 2 à 4 heures, ce qui limite le temps de réaction. La quatrième raison est que les cours d'eau passent à travers les zones urbaines. Il est nécessaire d'agir dans un délai opportun afin d'évacuer la population, si nécessaire, ou de sauver les propriétés. La première partie des recherches menées ont eu pour but d'établir des méthodologies uniques pour définir les lieux de stations de mesure, c'est-à-dire les endroits où nous devons collecter les données météorologiques en grande quantité, la température de l'humidité du sol, ainsi que le niveau de l'eau au bord des rivières. Afin de développer ces méthodologies, nous avons utilisé une grande quantité de données, telles que les données géologiques, les données hydrométéorologiques, l'utilisation des terres et des infrastructures urbaines, ainsi de suite. Les conclusions finales de toutes ces collectes de données et processus d'analyse nous ont permis de faire un meilleur choix en termes de lieux de collecte de données, et cela peut permettre de mieux prédire la survenance d'inondations sur des métrosites spécifiques. Durant la deuxième phase de recherche, nous avons collecté des données au sujet de toutes les stations de mesure disponibles sur le marché, ainsi que les capteurs, afin de pouvoir analyser et comparer leurs capacités et de pouvoir choisir les meilleures solutions. À travers ce processus, 2 différents appareils de mesure furent observés. Les stations de mesure pour capter le niveau de l'eau au bord des rivières, ainsi que les stations de mesure pour récupérer les données météorologiques. En plus de l'analyse de toutes les données concernant les technologies disponibles et des composants matériels qui peuvent convenir à ce que nous recherchons, le fait de fixer des spécifications générales sur le plan technique pour le développement des stations de mesure ont été aussi définis. Et cela est important pour le développement futur de nouvelles stations de mesure. Les résultats finaux de cette partie de la recherche, les recommandations générales pour la conception, le développement et la mise en place des stations d'observation de mesure sont données et des comparaisons générales au sujet des designs et appareils des conceptions de mesure. Et les options de mise en place furent présentées dans un tableau de 4 prenant en compte des facteurs liés à la conception et au processus de développement. À la dernière partie de la recherche, nous nous sommes focalisés sur les disponibilités en termes de logiciels pour la transmission des données. Et en nous basant sur les chapitres précédents concernant les lignes directrices, les méthodologies et les spécifications techniques, qui doivent fournir les mécanismes pour l'acquisition en temps réel, le stockage et le traitement des paramètres suivants. Le premier est le taux de pluviométrie, le deuxième la température, le troisième l'humidité de l'air, quatrièmement l'humidité du sol et cinquièmement le niveau de l'eau dans le lit des rivières. Basé sur l'architecture proposée en matière de communication, l'application centrale de communication doit être en mesure de fournir les 2 données suivantes. L'obtention de toutes les données de mesure fiables et en temps opportun à travers les informations de statut transmises via les appareils. À ce sujet, nous pensons à la quantité d'énergie restante dans les batteries, en spécifiant les périodes et les modes, et ainsi de suite. Et la deuxième chose est qui permet le contrôle à distance, un ou plusieurs appareils de captage, les stations de mesure. Cette recherche était vraiment complexe et elle a demandé l'intervention de beaucoup de professionnels, des géographes, des ingénieurs, des professionnels de gestion de processus, etc. Mais il est important de noter qu'avec cette recherche, une méthodologie unique pour mettre en place des stations de mesure a été développée et peut être appliquée n'importe où. Les spécifications techniques des appareils de collection des données sont données et sur la base de cela, le processus pour développer de nouveaux appareils peut être mis en place. Les caractéristiques du logiciel qui doivent effectuer les transferts de données qui seront utilisés par les utilisateurs sont bien définis. D'abord, j'aimerais remercier M. Rajiv et son équipe pour l'opportunité de conduire cette recherche et de produire ce document
précurseur dans le domaine de la DRR. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur une note conceptuelle qui évoque les améliorations possibles. Merci beaucoup pour le temps accordé et je suis à l'écoute des questions qui seront posées. Merci beaucoup, Alexander, d'avoir partagé vos expériences et vos travaux précurseurs. C'est vraiment enthousiasmant et c'est vraiment intéressant d'avoir appris au sujet des initiatives que vous avez prises lorsque vous avez travaillé sur tout cela, mais aussi en ce qui concerne les spécifications techniques en termes de collecte des données, l'analyse et les solutions en termes de logiciels pour transmettre les données, pour établir un système d'alarme afin de faire face à ces défis. Et nous souhaitons vous soutenir à l'avenir dans votre travail. Nous sommes à court de temps. Je souhaite souligner qu'il y a de nombreuses questions intéressantes et des commentaires qui ont émergé de la boîte Q&A. Je vais essayer de rassembler quelques-unes d'entre elles et je vous demanderai s'il vous plaît d'y répondre, mais de manière concise et précise et non détaillée. Professeur Barat, il y a 2 questions pour vous. En vous remerciant pour votre présentation captivante et intéressante, pouvez-vous décrire de quelle façon la pensée systémique peut permettre de pouvoir faire face aux situations d'urgence et aussi d'aider à la prévention des catastrophes naturelles? Juste celle-ci. Autre question auquel vous pourrez répondre, c'est quels sont les défis en termes d'application de la pensée systémique à l'échelle des gouvernements locaux et à l'échelle infranationale. Merci pour votre réponse concise et brève, et j'ai aussi quelques questions pour Angélica également. Je vous laisse la parole, professeur Barat. Merci pour ces questions magnifiques. Permettez-moi d'utiliser cette opportunité pour appliquer les différentes étapes pour la préparation au désastre et la réaction face aux situations d'urgence. La première chose à prendre en compte est qu'il faut comprendre les données d'une ville en matière de catastrophes naturelles, ainsi que les données quantitatives et qualitatives concernant les pertes et dommages. Le plan quantitatif concernerait les données climatiques. Le plan qualitatif, ce serait les histoires locales racontées oralement, etc. Nous avons besoin de comprendre les risques potentiels qui peuvent être rencontrés dans le futur. La deuxième étape consiste à avoir une vision. Il est bon d'avoir des villes qui soient résilientes aux catastrophes. Et l'impulsion vient de l'étape 1 parce qu'il faut comprendre le contexte de la ville. Bien sûr, l'impulsion sera requise de la part de plusieurs acteurs, ceux qui ont été affectés et ceux qui peuvent apporter leur contribution. L'étape 3 consiste à définir des objectifs clairs, comme nous l'avons dit déjà. Ce qui pourrait être que la ville devrait avoir un haut niveau de préparation aux catastrophes ou des villes qui seront en mesure d'apporter des réponses d'urgence rapides. La quatrième étape consiste à impliquer différentes organisations qui peuvent soutenir ce processus. Et les 2 autres étapes pourraient être de voir qui est le plus affecté et qui est le moins affecté et voir comment nous pouvons aider ces personnes qui sont le plus affectées. Et enfin, la notion de flexibilité et d'adaptabilité. Donc, il est nécessaire, primordial, de mettre à jour nos données au fur et à mesure des avancées. La deuxième question concerne l'application de la pensée systémique à l'échelle infranationale et à l'échelle des gouvernements locaux. En fait, ce sont les étapes que j'ai détaillées. Les problèmes majeurs sont la pensée et l'approche linéaire et cloisonnée. Même lorsqu'il y a des secteurs qui sont vraiment spécialisés, on pourrait penser que les problèmes sont résolus, sont réglés. Par exemple, en ce qui concerne la gestion des déchets solides ou une approche holistique en ce qui concerne les ressources en eau, les inondations, l'approvisionnement en eau et la gestion des eaux usées, et j'en passe. Mais chacun de ces secteurs a sa propre externalité, et c'est là que la pensée systémique permet d'éliminer ces externalités ou d'assimiler ces externalités. Et cela permet d'avoir une solution plus complète. C'est une réponse vraiment brève, ragive. Merci beaucoup, monsieur, pour cette direction apportée par vous. Angélica, 2 questions brèves pour vous.
Afin que le développement prenant en compte les risques fonctionne, les systèmes gouvernementaux ont besoin d'être réformés. Sans une approche proactive, de quelle façon la gouvernance proactive des risques dans une situation d'accumulation de danger, je veux dire assez complexe? Et l'autre question est, parmi les 5 points d'entrée que vous avez évoqués, lequel d'entre eux peuvent être les 3 que vous recommanderiez de prioriser si l'on souhaite mettre en place des actions en parallèle? Quelque chose de plus pratique concernant vos points pourrait être évoqué. Merci Rajiv et merci collègues pour vos questions. Je pense qu'il y en a encore quelques-unes ici, mais je vais commencer par la dernière. Quels sont les points d'entrée qu'il faudrait prioriser? Tout dépend de là où vous en êtes. Si vous voulez avancer de manière stratégique à l'échelle de la ville, il serait bien de pouvoir analyser chacun de ces points d'entrée et de voir quelles sont les opportunités les plus prometteuses afin de pouvoir avancer et obtenir des gains les plus rapides. Il n'y a pas de réponse toute faite que l'on peut donner. Il faut commencer par l'information, il faut commencer par le financement. Non, il faut pouvoir analyser les 5 points d'entrée et de voir les défis, les enjeux et quelles sont les opportunités pour pouvoir faire du progrès. Et en faisant des progrès grâce au point d'entrée, vous pouvez à gagner du terrain dans les autres points d'entrée aussi. En ce qui concerne la deuxième question concerne la gouvernance. Et la façon dont je l'ai comprise, c'est de quelle façon nous pouvons aborder cette situation nouvelle de d'accumulation et de cumulation de risques et de dangers qui concerne la gouvernance proactive des risques. C'est lié à ce dont les autres intervenants soit à propos de quoi ils ont insisté, c'est l'approche systémique. Nous devons être en mesure de réfléchir et de nous demander, par exemple, si nous avons un investissement à l'échelle urbaine, nous devons réfléchir au-delà de l'aspect spécifique, au-delà de l'aspect du secteur, nous devons comprendre quel impact cet investissement a sur d'autres acteurs et d'autres secteurs, et cela nous permettra d'avoir de meilleurs liens et de réfléchir aux impacts positifs et négatifs. Et ensuite, nous pouvons passer à l'étape suivante, comment nous pouvons mitiger cela, parce que aucune intervention que nous planifions, telle que le secteur social, le secteur environnemental, le secteur de la croissance économique, tout cela, nous devons, à travers tout cela, euh, être au fait des impacts négatifs, appréhender ces impacts négatifs et nous pourrons être en mesure de pouvoir obtenir de bons résultats en faisant cela. Il y a une très bonne question et j'en profite pour y répondre, Rajiv. Dans quel endroit le développement prenant en compte les risques fonctionne-t-il le mieux? Il fonctionne dans les villes anciennes, dans les villes nouvelles et dans les villes futures. En fait, cela dépend. Dans les villes anciennes, cela dépend. Parce qu'il y a, dans ces villes, il y a des risques qui s'accumulent déjà. Donc, dans les villes anciennes, c'est difficile parce qu'il est très coûteux de pouvoir apporter tous ces changements. Donc, c'est très difficile de se défaire de ces risques. En ce qui concerne les nouvelles villes et les villes futures, cela dépend de la manière dont on peut intégrer la prise en considération des risques. Vous pouvez avoir une ville qui est aveugle au risque et vous avez perdu la partie pour je ne sais combien de centaines d'années. Donc, ça dépend. Merci pour cela. Merci beaucoup, Angélica. J'avais gardé cette question pour l'ensemble des intervenants. Merci d'avoir répondu à cette question. Esteban, il y a une question pour vous. Je vais juste la lire brièvement. Quelles sont quelques-unes des bonnes pratiques en termes d'application des outils méthodologiques, les outils développés par UN Habitat, particulièrement en ce qui concerne l'information, le rassemblement des données, pour des politiques basées sur des preuves, des programmes de développement à l'échelle des municipalités et des villes sont quelques-unes des modalités et des méthodes les plus efficaces afin d'acquérir des connaissances en termes de résilience et de diagnostic à l'échelle infranationale. Quelles sont les bonnes pratiques pour l'appliquer et de quelle façon que l'on peut réussir à rassembler une bonne connaissance à l'échelle locale. À vous, Esteban. Merci. Excellente question.
Les bonnes pratiques consisteront toujours à renforcer les capacités à l'échelle locale. On ne peut pas compter sur des partenaires externes. Il est important de nous assurer que les partenaires locaux sont toujours en train d'améliorer leurs capacités eux-mêmes. Les parties les plus difficiles sont celles qui concernent les données. Il y a de nombreuses villes où les données ne sont pas disponibles, l'information n'est pas prête. C'est l'autre difficulté que nous pouvons avoir. Il est important que les outils et les données que nous avons soient pertinentes. Il y a des villes, et je suis désolé au fait pour le bruit, c'est dans le bureau d'à côté. Il y a des villes qui ont beaucoup de données et beaucoup d'informations, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Je pense qu'il est important de nous assurer que nous ne collectons pas des données juste pour les collecter, mais nous devons les connecter parce qu'elles sont pertinentes et qui peuvent permettre de prendre des décisions. C'est un point important. Et finalement, je pense que la chose, la leçon la plus importante que nous pouvons apprendre de nos expériences est que les villes doivent échanger des données et des connaissances. La coopération entre les villes est vraiment impérative. Nous sommes dans un monde global. Il nous faut extrapoler les données de manière globale. Aucune ville ne vit de manière isolée. Vous ne pouvez pas isoler une ville. C'est comme par exemple la construction des bâtiments. Si un bâtiment est construit en respectant les normes parasismiques, mais que le bâtiment d'à côté n'est pas construit selon ces normes, le bâtiment qui n'est pas construit selon ces normes va lui tomber dessus. Donc, il y a une interdépendance et les villes ne peuvent pas fonctionner seules et qu'elles apprennent à coopérer et à fonctionner ensemble afin qu'il y ait un véritable partage. On ne peut pas penser de manière égoïste. Il faut s'assurer que l'on renforce les capacités à tous les niveaux, s'assurer de construire de la résilience pour ses partenaires, ainsi que les autres villes, qui nous mène à la question des politiques. Il est impératif que nous créions et que nous ayons des politiques nationales qui soutiennent la mise en place à l'échelle locale. Et c'est l'idée de l'outil diagnostic. Nous ne produisons pas seulement un diagnostic de la ville, mais aussi des recommandations pratiques qu'il est possible de mettre en application, des recommandations concrètes à propos de la façon de construire sa résilience. Et nous aidons les gouvernements à l'échelle nationale aussi afin d'avoir ces politiques et de les mettre en place et de mettre en place ces actions. Tout est lié et c'est tout un système. Merci beaucoup. Merci beaucoup Esteban. Merci chers collègues, participants et intervenants. Nous avons déjà atteint la limite en termes de temps. Je vais laisser la parole à Monsieur Ronald Jackson pour un court résumé des délibérations ainsi que les points principaux que chacun d'entre nous doit garder à l'esprit. Et après cela, la réunion sera terminée. Je vous laisse la parole, Ronald. Merci beaucoup, Rajiv. Premièrement, permettez-moi d'exprimer ma sincère reconnaissance aux orateurs. La discussion était très très riche. Nous n'avons jamais assez de temps pour pouvoir aller plus en profondeur dans ces sujets abordés, en particulier lorsque nous pensons aux questions qui ont été posées. Il y a d'excellentes questions à propos desquelles nous devrions parler parce qu'il y avait vraiment d'excellentes questions qui nous auraient permis de souligner la valeur de notre approche développementale prenant en compte les risques et bien sûr l'application de nos systèmes. En définitive, nous pensons qu'entre nous et les collègues de l'UNDR, nous aurons la possibilité de répondre plus en profondeur à ces questions, de les poster dans des espaces appropriés. Bon, je ne souhaite pas mettre qui que ce soit en évidence, mais je pense que ces questions sont vraiment pertinentes et nécessitent d'être traitées. L'intérêt pour la présentation, les commentaires, les questions soulevées, tout cela était évident car nous avons eu une forte participation de la part de la communauté. Tout cela montre que cet enjeu est vraiment pertinent. Et certainement, la nécessité pour nous de continuer à approfondir et à comprendre le développement prenant en compte les risques, nous pouvons rendre cela pratique et comment nous pouvons aller au-delà du simple fait de pouvoir l'énoncer à travers des phrases, mais plutôt comment nous pouvons l'appliquer de manière concrète dans nos municipalités et nos villes. Et comme nous le considérons, c'est un véritable pilier en termes d'avancée des approches axées sur la résilience. Quelques points clés à retenir. Il y en a plusieurs, mais je vais essayer d'aborder peut-être 3 de ces points à retenir, de ces points clés.
Tout d'abord, nous sommes dans un véritable tournant en ce qui concerne l'urbanisation, comme certains d'entre vous l'avez évoqué. La plupart de ces développements sont publics ou privés. Dans ces espaces urbains, nous voyons qu'il y a une rapide expansion, même à travers les changements climatiques, une expansion de l'espace urbain, ce qui fait en sorte ce qui cause une plus grande accumulation des risques dans ces espaces. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment nous pouvons faire en sorte que les villes présentes et les villes du futur, comment pouvons-nous faire en sorte que les villes qui existent et les villes futures, comment pouvons-nous les planifier? Nous avons vu diverses euh, explications au sujet de ces problèmes, notamment en ce qui concerne les villes émergentes dans les États arabes et ailleurs, ce qui nous permet de voir comment nous pouvons appliquer ces principes à travers des pensées futures. Les choix et les processus en matière de développement furent un élément clé. Il a été souligné l'importance de nous assurer que les décisions que nous prenons, les investissements et les méthodes utilisées soient de plus en plus sensibles et non pas réticentes en termes de risque. Il faut qu'elles soient plus conscientes et plus délibérées. Les mesures prises par chacun d'entre nous, tous les acteurs de la famille des Nations Unies, et aussi à l'échelle nationale et locale, les communautés et les acteurs, le secteur privé. Deuxième point à retenir. À mesure que l'urbanisation s'accélère, les risques deviendront de plus en plus concentrés. Mais les variables socio-économiques sous-jacentes sont de plus en plus précises, particulièrement dans les villes. Et j'ai beaucoup apprécié le vocabulaire utilisé par Esteban pour parler de la différenciation des enjeux clés et des problèmes sous-jacents. Et aussi au sujet du fait de nous éloigner des événements sur lesquels on se focalise, de pouvoir prendre en compte les variables et les indicateurs qui démontrent le caractère sain des espaces que nous occupons, en ce qui concerne les interactions socio-économiques et aussi le bien-être. Je pense que c'est vraiment important. Le fait d'adopter une approche systémique, comme l'a souligné le prof Daya, l'a indiqué, que tous les acteurs soient impliqués dans la gouvernance, il est important de pouvoir avoir des actions collectives partagées si l'on veut obtenir une résilience urbaine. Il est enthousiasmant de voir que des actions sont menées par les Nations Unies afin de promouvoir une approche systémique, mais il est d'autant plus important que ces approches soient ce vers quoi tendent les gouvernements locaux, les gouvernements nationaux, ainsi que les acteurs doivent aussi adopter cette approche. Il ne s'agit pas seulement des Nations Unies. Nous devons réaliser un développement éclairé en investissant dans ses capacités à l'échelle locale. Et il y a une question qui a été évoquée à propos de cela, à propos de la bonne gouvernance en matière de risque. Et l'un des éléments essentiels en ce qui concerne une bonne gouvernance en termes de risque, il s'agit de la proactivité. Utiliser des outils de planification éclairés et des outils de gestion des risques sont très essentiels à la bonne gouvernance en matière de risque. Il y a une question que je n'ai pas abordée, mais je pense qu'elle est liée à cela. Troisièmement, le développement de la prise en compte des risques est un élément clé pour réduire les risques en termes de catastrophes, ainsi que les risques climatiques, les pertes multi-économiques, ainsi que les inéquités sociales, mais aussi la prévention de l'émergence de nouveaux risques. Les inéquités sociales, les droits à la justice, etc. Si nous n'abordons pas ces éléments fondamentaux avec le développement prenant en compte les risques que ces éléments réclament, alors nous perdrons la bataille du futur. Il y a beaucoup d'autres choses, je voudrais vous garder encore plus longtemps. Je voudrais vraiment saluer les efforts de l'UNDP, de l'UNDR, de l'UN Habitat, ainsi que les autres entités du système des Nations Unies. Nous allons continuer à travailler tous ensemble afin de combler ces besoins, notamment en nous focalisant sur les villes moyennes et les petites villes dans des contextes de développement difficiles, tels que les SIDS, ainsi que les contextes fragilisés. Et vous avez entendu l'intervenante Angelica appliquer ce concept dans des contextes de développement variés. Dans
pas seulement dans des contextes naturels plus accessibles, mais aussi à travers des contextes naturels plus complexes, tels que au Sahel, etc. Merci collègues, merci à ceux qui ont participé, et je profite de ces quelques mots pour complimenter l'équipe organisatrice. C'était vraiment un excellent début pour cette série de webinaires. J'espère que nous allons continuer sur la même lancée et que j'aurai l'occasion de profiter des expériences et des expertises partagées. Merci beaucoup. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Merci beaucoup, Ronald. Je souhaite juste ajouter quelques mots de remerciement. Je souhaite remercier nos éminents intervenants pour avoir pris le temps de partager leurs connaissances et expériences. J'ai beaucoup apprécié les expériences pratiques de Serbie. Une bonne chose que nous puissions continuer d'apporter notre soutien en ce qui concerne ces enjeux. Merci aussi à l'équipe de MCR 2023, à ceux qui ont travaillé dans l'ombre afin que cette réunion puisse avoir lieu grâce à la mise en œuvre des moyens techniques, etc. Merci aussi à l'équipe des interprètes qui a pu transmettre les messages clés et les procédures, tout cela en simultané. Ce n'est pas facile de faire ce travail, notamment lorsqu'on prend en compte le vocabulaire technique et les terminologies particulières que nous avons tendance à utiliser. Merci aussi à tous les participants qui ont pu nous rejoindre à travers différents fuseaux horaires. Nous étions 228 aujourd'hui. Nous attendons les prochains webinaires avec impatience et comptons sur votre engagement dans ceci. Le mois prochain, nous aurons un webinaire au sujet de la résilience du système de santé. Ce sera le 3 mai et cela sera organisé par l'OMS et il y en aura un autre concernant la résilience en termes de sécurité alimentaire et cela aura lieu le 19 mai et cela sera organisé et présenté par le FAO. Si vous avez d'autres questions, nous allons tenter d'y répondre comme l'a conseillé Ronald ou bien d'autres choses que vous aimeriez évoquer. Vous sentez-vous libre d'aborder l'équipe de MCR 2023 ou l'UNDRR. Merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur et pour le temps consacré et pour la participation. Magnifique, merci beaucoup.